Je suis née à Chabon et je suis toujours restée à Chabon. Je suis d'origine chabonnaise, mes parents étaient des Chabonnais, mes grands-parents étaient Chabonnais aussi. Ah ben, j'ai toujours été à Chabon, mes parents étaient de Chabon, les grands-parents étaient de Chabon. Moi. Mon implantation à Chabon date maintenant de 60 ans, hein. C'est fait que je suis un petit peu ce qu'on appelle les anciens Chabonnais. Je suis né en 1928, à Chabon, au Faubourg. Ben, je suis à Chabon depuis le 28 avril 1932. Je suis né ici, c'était le docteur Ray qui était venu. C'était un garçon, alors mon père avait payé le champagne. Je suis agriculteur depuis toujours, depuis ma naissance. C'est une ferme qui a été bâtie à partir de la fin du XVIIe siècle. Elle a été construite par un bourgeois lyonnais, un soyeux lyonnais, qui devait être très riche, qui a construit cette grande maison avec les dépendances. Et c'est mon arrière-grand-père qui est venu s'installer ici comme fermier à la fin du 19e, dans les années 1890. Et depuis, donc, elle est dans notre famille. Mon père tenait la boulangerie, il s'est monté au Faubourg, là-bas, en revenant de l'armée, en 1918 par là. Dans la commune, c'est mon père qui avait appris le métier de boucher. Alors, quand mon père est mort, ben, le commerce m'est tombé dessus. Il a fallu que je me débrouille, ça n'a pas toujours été facile, mais... Je suis venu à Chabon en 1958 pour reprendre l'office notarial de Chabon. En toute modestie, je dirais que j'ai été le plus jeune notaire de France, mais en vraiment toute modestie. C'était comme ça. Parcellaire de Chabon, fait par Élie Simon de la Côte Saint-André, environ l'année 1666. C'est une maison qui appartenait à une brave demoiselle, et cette demoiselle a légué cette maison à condition que la commune loge un notaire ou un pharmacien ou un médecin, ou des bonnes sœurs. Chabon était une étude essentiellement rurale. On traitait les affaires de famille, avant toute chose, parce qu'il n'y avait pas la notion de terrain à bâtir qui existe actuellement. C'était simplement, quand il y avait une mutation, c'était des parents aux enfants. Et on n'avait pas cet apport de clientèle, de gens qui venaient bâtir à Chabon. D'ailleurs, à l'époque, quand je suis venu à Chabon, il y avait 1100 habitants. On se connaissait tous, hein. On rencontre les gens qu'on ne connaît pas. On se dit pas bonjour. Avant, on se disait bonjour, on discutait un moment. Mais c'est plus le même... c'est plus la même vie, hein. Un jour, j'ai un client qui est venu avec sa femme. Alors, il venait toujours le soir à 9h, 9h30.
Et puis, on allait fermer le magasin. Alors je lui dis, allez, venez, je vous paye l'apéritif. Puis sa femme lui dit, mais je n'ai jamais vu un boucher qui payait l'apéritif à ses clients. Je dis, en campagne, c'est ça. Il n'y a rien à voir avec maintenant. Hein. On faisait des tournées par les campagnes, oui. Puis c'était de la vente régulière, oui. Quand on partait en tournée, on savait à peu près ce qu'on allait vendre. Parce qu'autrefois, on faisait des paquets, et puis on marquait le poids et le prix dessus, et puis les gens prenaient ce qu'ils voulaient, quoi. Je crois que les jeunes maintenant gagnent mieux leur vie que notre temps. Ils détaillent beaucoup les morceaux, et puis ils les parent bien. J'allais chercher les bêtes dans les fermes. Avant, on les tuait chez nous, là, on avait un abattoir. Et puis, à ce moment-là, je levais entre 12 et 14 veaux par semaine. L'hiver, il me fallait 2 veaux. Et puis, l'été, il m'en fallait 3 ou 4. Alors, ce que j'avais de rabio, j'y venais à Grenoble. Les gens, quand ils avaient la batteuse, ils prenaient 400 kilos de viande, oui. Et quand ils tuaient le porc, ils achetaient pareil, 400 kilos de bœuf. C'était comme ça, la vente. On arrivait des fois pour Pâques, on achetait un charolais, oui, une bête bien faite, parce que c'était l'habitude pour Pâques qu'il fallait une jolie bête. Non, c'est pas le même travail. Hein. C'est comme ça, mais on en a vendu quand même, c'est pas empêché de vendre de la viande. Hein. Il y a qu'un jour que je commence à minuit, c'était le mercredi, parce que les gens s'étaient bien servis le mardi. Le mercredi, je faisais que 3 fournées. C'était le jour que c'était le plus calme. Ça me reposait un peu. J'arrivais au vendredi avec 2 heures à dormir, et le samedi, que 2 heures à dormir aussi. Une fois me levant, je n'avais pas fermé l'œil les 2 heures. Je suis tombé, je suis évanoui, temps de reprendre mes sens. Je suis redescendu au boulot pour 22 heures de boulot. J'ai pris la boulangerie, j'avais 27 ans, quand ma mère a eu sa retraite. Et moi, je faisais le pain, ma femme servait au magasin, puis au café en même temps, parce qu'on tenait boulangerie-café. Je devais passer 45 quintaux par mois, 45 sacs de 100 kilos. Hein. Les voyageurs passaient 3 ou 4 par mois, les voyageurs. Parce qu'à cette époque-là, les représentants et tout, ils prenaient le train, hein. Ils arrivaient par le train, et alors ils passaient la journée par là, et puis ils prenaient un autre train, ils allaient ailleurs. Moi j'ai connu ça, ils arrivaient avec leur valise, les représentants pour des commerces qu'il y avait encore. Hein. Alors ils venaient me trouver au four là-bas pour que je commande des farines, quoi. Mais il n'y avait pas besoin de leur téléphoner. Hein. C'était plutôt boulangerie-café, parce que le café, c'était secondaire. Hein. Il y avait aussi le bistrot du coin, aussi, hein, qui faisait partie de la vie du village. J'ai dit à mon mari, tu devrais compter combien il y en avait. Mais rien que dans notre quartier, là, à la gare, il y en avait 3. Il y en a eu au moins dans les 24. Au magasin, les hommes parlaient ensemble. Ils venaient boire un canon. Ça servait même plus à la cuisine qu'au café. Hein. Bon, c'était pas cher à l'époque, le café. Puis on buvait que du vin, c'est tout. Il y avait les incontournables, hein. C'était la Maison Rouge, bien sûr, hein. Ça c'était obligé. Hein. Tous les jeunes à l'époque passaient au café à l'hôtel Vitos, hein. Tout le monde se retrouvait là. Ma mère était très jeune et son père à elle, mon grand-père, donc, avait toujours voulu qu'elle travaille avant de se marier au cas où. Donc, il a acheté un hôtel pour ses 3 filles. Et mon père, il est décédé 10 ans après. Donc, ma mère a été bien contente d'avoir ce travail dans les mains pour nous élever, avec ma sœur. Le café, c'était surtout pour la vogue. C'était plein jusqu'à minuit. Hein. À minuit, il fallait attendre un moment pour fermer. Il n'y avait pas de télévision encore à cette époque-là. Alors, les gens, ça se déplaçait tous, les vieux, les jeunes. Mais les bistrots étaient tous pleins. Des distractions, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait quand même une salle de ciné à la Maison Rouge, là. Mais moi, j'y allais pas souvent, hein, parce que j'étais jeune déjà, et puis mes parents étaient assez stricts aussi. C'est vrai que il y avait la Vogue, bien sûr. On allait dans les communes environnantes en vélo à la Vogue, voilà. Pendant la guerre et tout, j'avais un vélo. Hein. Et puis, on sortait le dimanche avec les jeunes. Puis on allait ou à Biol ou à Bisonne,
Oui, au Bursa, s'il y avait une fête dans le coin, on allait envoyer l'eau à la fête. On restait sur Chabon parce qu'on avait la mobilette à l'époque, on n'allait pas bien loin. Hein. C'est pas la même vie que maintenant. Moi, je sais que mes parents, ils avaient une voiture, mais les dimanches, pas question de prendre la voiture. Hein. Alors, c'était comme ça. On prenait patience, on disait rien, puis ça y est. Un jour qu'on allait à une fête, il pleuvait comme ça. Puis j'avais mon permis, tout. Et puis j'ai dit à mon père, tu nous prêtes la voiture, tantôt on va à tel endroit. Alors il me regarde et il me dit, je te prête la voiture à condition que tu mènes ta mère ou ta tante. Alors j'avais une tante à la maison, on emmenait la tante avec nous. Et nous, on était sur les auto-tamponnantes et la tante attendait dans la voiture. Chabon a toujours été dynamique. Hein. C'était pas un petit village, mais c'était pas un gros non plus. Et puis il y avait beaucoup de choses à faire, hein, à pratiquer. Il y avait les associations qui étaient déjà nombreuses hein, à l'époque. Hein. À Chabon, il y a deux associations majeures, quoi. Une association qu'on appelle l'Union Chabonnaise et l'autre Stade Chabonnais. Alors l'Union Chabonnaise existe depuis 120 ans. Elle a été conçue, cette association, évidemment, par les cathos, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, les jeunesses catholiques, qui étaient quand même les premières à vouloir s'occuper des jeunes. Alors l'esprit, c'était la préparation militaire à l'époque, puisque c'était en 1910. Maintenant, évidemment, ça a passé complètement sous silence, on l'a même enlevé de nos statuts. Et c'était pour promouvoir la jeunesse et pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc à l'époque, il y avait des activités culturelles déjà, le théâtre. Il y avait deux groupes théâtrales, il faut dire. Il y en avait un au Stade Chabonnais aussi, et il y en avait un à l'Union Chabonnaise. C'était toujours autour de Noël, il y avait 3 dimanches de suite. Parce que les répétitions se faisaient quand même qu'en hiver, parce qu'en été, les gens n'avaient pas bien le temps, c'est sûr. Ils montaient un théâtre, mais vraiment bien, il y avait du monde. Incroyable. Quand j'étais dans les coulisses, je tremblais comme une feuille. Et puis une fois sur scène, après, ça passait. On était pris par ce qu'on devait faire, et on oubliait le reste. Le chant qui est arrivé en 1946, le sport, donc la gymnastique a été le premier sport qui a été fait tout de suite à la création en 1910. Et le basket est arrivé juste avant la guerre. Et puis il y avait la fanfare, bien sûr, qui accompagnait toutes les compétitions de sport, de gymnastique. Il y avait à la fois un concours de gymnastique et un concours de musique. C'était très très lié parce qu'il y avait des défilés, toujours un très grand défilé dans les championnats, et il y avait les musiques qui défilaient aussi. Et on avait à Chabon une journée qui était le premier week-end d'août où il y avait le meeting du Stade Chabonnais. Énormément de monde, énormément. Avec un bal le soir sous les Halles. Au début, donc, à l'Union Chabonnaise, il y avait des masculins. Parce que c'était très, très, très difficile de rentrer en tant que femme à l'Union Chabonnaise. Il a fallu faire son trou. Le basket féminin a commencé au Stade Chabonnais. Et puis à un moment, il y a eu un manque de cadres pour ce basket. Et c'est le stade qui a proposé que l'Union Chabonnaise regroupe tout le basket. Et eux, ils ne resteraient que sur le foot. C'était une époque où dans le village, il y avait les gens, si vous voulez, qu'on pourrait qualifier de droite et les autres qu'on pourrait qualifier de gauche. Bon, c'est assez risible un peu maintenant, mais enfin, à l'époque, j'étais beaucoup plus marqué. Il est de fait que les sports, d'une part, se sont opposés, que les idéologies se sont opposées. Alors, disons que les gens qui avaient une affinité, ils choisissaient un peu leur société en fonction de leur idée politique, quoi. C'était très regrettable. Alors, le maire de l'époque, M. Jean Baudin, avait
pensé de faire fusionner ces deux sociétés? Bon, il y a toujours eu peut-être certaines personnes qui étaient plus réticentes de mélanger les deux. Quand on a voulu réunir les deux associations, ça a été difficile. D'ailleurs, ça s'est jamais fait. Mais ça n'empêchait pas de bien s'entendre. On allait aux fêtes des uns des autres. C'était pas cloisonné, hein. Bon, actuellement, on a de très bonnes relations, hein. Alors, à ce moment-là, M. Baudin a eu l'idée, pour rapprocher les gens un peu du village, de créer donc le comité des fêtes. C'est quand même à l'initiative du maire de Chabon et de Maître Clavel. C'était en 79-80. C'est eux deux qui se sont dit que vraiment il y avait de quoi alimenter un comité des fêtes à Chabon, puisqu'initialement, et c'est peut-être ce qui est un petit peu à part à Chabon, c'était les associations qui étaient le comité des fêtes. Donc c'est le travail des associations qui alimentait le comité des fêtes. Et ça a toujours très très bien marché. Les associations là se réunissaient pour... surtout quand il y a des défilés de chars, des choses comme ça, les gens vraiment se donnent à fond pour faire ce genre de manifestation. Simplement, on s'est occupé, pour le 14 juillet, fait les chars, là. Alors là, oui, on s'en est bien occupé, oui. La première année, c'était Guénaud, l'usine Guénaud. J'avais fabriqué un métier à bras. Mais je veux dire, il fonctionnait, la navette traversait, les lisses marchaient, il y avait un peigne aussi, mais non, on faisait quand même pas du tissu, quoi. On faisait ça par quartier, quoi, par hameau. Ah oui, puis on avait fait des beaux chars, hein. D'ailleurs, on était un peu jalousés de ce côté-là. On avait fait un hélicoptère une fois, on avait fait un avion, on avait fait la forge, on a fait une locomotive avec un wagon. Bon, on n'en a fait pas tant 10 ans, hein. Une des raisons également a été la construction du gymnase de la salle des fêtes. Donc, pour l'inauguration de la salle des fêtes, le comité a organisé un réveillon pour l'idée justement que tous les Chabonnais se retrouvent à cette occasion du jour de l'an sous l'égide un peu du comité des fêtes. Alors avant que n'arrive Bernard Micou à la présidence, en fait le comité des fêtes se réduisait au 14 juillet, à la fête de Noël pour les enfants, le défilé, et puis cette fameuse Cédio pour le 8 décembre. Allez, est-ce que les projecteurs vont voir tous les bras? Tous les bras. Ouais, super. Génial. Oh, oh là, génial. Wow. Ça c'est beau. Quand la télévision arrivait, il y avait l'hôtel qui en achetait une. Il n'y avait qu'une télé qu'on avait mis dans les années 60 à la maison, c'était les premières télés. Donc les matchs de rugby le samedi après-midi, tout le monde venait à la maison et se regroupait pour suivre ça, ou pour suivre les Jeux Olympiques de 68 d'ailleurs. On avait le téléphone du quartier à l'hôtel. Il n'y avait pas beaucoup de téléphones à l'époque. Et quand il fallait aller annoncer certaines nouvelles, des bonnes et des mauvaises, ça incombait aussi à ma tante ou à ma mère. Et les gens venaient téléphoner chez nous aussi.
Quand la poste était fermée, eh bien, il venait à la maison, il téléphonait. On était service public, quoi. C'était à nous d'aller sonner la sirène aussi à l'époque, qui était sur le porche de l'école. Et donc, toujours la même chose, parce qu'on avait le téléphone, et on allait sonner la sirène pour appeler les pompiers. Voilà, jour et nuit, c'était l'hôtel qui était de faction pour faire ce travail. La plupart des pompiers à l'époque, c'était la famille, hein, leurs parents, leurs grands-parents qui ont été pompiers, et moi c'était un petit peu le cas. Donc je suis rentré en 1966 et j'ai resté 38 ans. Voilà. On sentait un peu le besoin de conserver des pompiers sur la commune et qu'il fallait bien que certains le fassent. Tout simplement, et puis on entendait parler à la maison de pompiers bien souvent, puisque dans les familles c'était comme ça. C'était un petit peu automatique. Beaucoup de familles dans Chabon c'était comme ça. Ça s'est succédé de père en fils chez les pompiers. On se connaissait très bien, parce que Chabon c'était un pays rural, dont les pompiers c'était des agriculteurs, c'était des commerçants, des artisans. Tout le monde habitait sur Chabon, ou presque. Et puis il y avait des gens qui étaient en usine. Le patron les laissait partir facilement pour les cas compliqués, bien sûr. J'ai fait la formation de sous-officier et puis officier en 79 pour prendre la suite, parce que M. Vaudaine, qui était le chef de corps à l'époque, était devenu maire et j'étais derrière lui pour prendre la place. Voilà. Alors le premier véhicule, c'était bien avant moi bien sûr, il a été offert par le comte de Virieux, où il y avait 6 pompiers dessus, 3 de chaque côté je crois bien. C'était le premier moyen de locomotion des pompiers. Les pompiers existent quand même que depuis 1900. C'est vraiment reparti après la Deuxième Guerre, hein, en 1948, où vraiment il y a eu la mise en route d'un centre de secours. D'ailleurs, c'était le département qui avait à l'époque désigné Chabon pour être le 29e centre de secours. On avait beaucoup à l'époque d'incendies, de feux de ferme. Mon père était très très jeune à cette époque. La machine à battre, ce soir-là, ça soufflait comme on a eu des vents par là, et il y avait des étincelles, et puis ça a mis le feu à la paille. Alors il y a venu des pompiers de Rive avec des chevaux qui sont venus. Alors inutile de dire que ça a tout brûlé, quoi. Il n'y avait pas la sécurité incendie dans les fermes comme il y a maintenant. C'était des gros incendies qui duraient 2 jours, bien souvent, parce qu'il n'y avait pas le déblaiement comme maintenant. Bien souvent, c'était les paysans avec leurs fourches qui venaient déblayer le foin qui brûlait. J'ai eu l'occasion d'embaucher la première femme au centre de secours. C'était dans les années 80-85. Alors c'était une des premières dans la région. Même les professionnels, ils n'en voulaient pas à l'époque. Hein. C'était les premières femmes ont commencé chez les volontaires. Et puis ça a bien marché. Depuis, il y en a un certain nombre maintenant. Et je pense que c'est un bien pour tout le monde. C'est très bien. Non, on ne se posait pas trop de questions, hein, finalement. On n'avait pas beaucoup de confort, c'est sûr, mais c'était comme ça. On n'était pas envieux d'autre chose, parce que tout le monde était à peu près pareil. Moi, j'ai connu, par exemple, tout simplement l'arrivée d'eau dans la maison. Aujourd'hui, tourner un robinet, prendre une douche, c'est quelque chose qui paraît tout à fait anodin, normal, mais ça n'existait pas autrefois, il y a 50 ou 60 ans.
Et puis pareil, donc de tous les appareils, les réfrigérateurs, machines à laver. Enfin, nous, on avait une voiture déjà, mais on n'avait pas de sanitaire, on n'avait pas de téléphone, pas de machine à laver. Que sais-je encore, le chauffage dans la maison. Le chauffage, on vivait dans cette maison, dans une seule pièce, qui était chauffée par la cuisinière. Voilà, mais le reste de la maison n'était pas chauffé, les chambres à coucher n'étaient pas chauffées. Et ma foi, on a résisté quand même. Il gelait parfois à l'intérieur sur les vitres. Mais bon, on était bien couverts et puis on faisait chauffer une brique dans le four de la cuisinière qu'on montait dans notre lit. Alors ça chauffait un peu. Et puis après, une fois qu'on dormait, enfin moi j'ai pas souvenir d'avoir souffert du froid, quoi. Comme quoi, plus on en a, plus on en veut. J'ai l'impression d'avoir vécu un siècle, parce que ce que j'ai connu dans mes 10 premières années, et puis aujourd'hui, c'est absolument fantastique, c'est irréel. Moi je vous dis, j'ai connu le travail avec les chevaux, j'ai vu arriver le premier tracteur, tout ça, puis toutes les machines, quoi. Autrefois beaucoup de choses se faisaient tout à la main, avec du personnel, des gens qui s'entraidaient, quoi. Puis il y avait beaucoup plus de fermes, beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. On faisait tout à la main. Avec mon père. On avait des chevaux, et c'est les chevaux qui tiraient la charrue, On faisait tout avec les chevaux. Chez mes parents, on allait faire la traite, on allait dans les champs aider. On travaillait encore avec les chevaux à ce moment-là. On allait souvent mener les chevaux quand il y avait les semis. On menait le cheval pendant que derrière il y avait l'outillage, la herse, voilà. Les hommes s'occupaient de diriger la herse. Mais nous, on tenait les chevaux par la bride et on les emmenait, voilà. Là, on a du gros terrain qui est dur à travailler. Alors, il faisait crever les chevaux, mon père, parce que ça les mettait mouillés de chaud. Et puis, quand il restait comme ça, à l'écurie, sans les bouchonner, comme on appelait, eh bien, il prenait un mal de ventre et il crevait la même nuit. Oh, j'ai travaillé avec des chevaux pour livrer, jusqu'à quand j'ai pu avoir mon permis, à 20 ans, quoi. Alors, on a travaillé, on charriait le ciment, on charriait le charbon. Avec des chevaux. Je livrais dans les maisons, je partais avec 500 kilos ou 1000 kilos sur une voiture, des tombereaux, après ça, on mettait 1000 kilos dedans, tout à l'appel comme ça. Quand on a commencé à la ferme, c'était à peu près pareil. On travaillait encore avec les chevaux, on n'avait pas de tracteur au départ. On trayait les vaches à la main aussi, on n'avait pas de treilleuse électrique à ce moment-là. Puis après, ça a évolué un petit peu, on a acheté un tracteur, on a eu la treilleuse électrique, voilà, ça simplifiait déjà le travail. Puis après, on a pu acheter, on avait des wagons, on a pu acheter un tapis, des wagons trémies. On ouvrait la trémie, puis ça changeait tout seul, quoi. Mais ça, c'était on avait déjà acheté le petit camion, quoi. Et puis, les choses ont évolué, et les tracteurs sont venus après la guerre, là. Alors, les gros agriculteurs là, du coin avaient fait une coopérative. Alors on a eu un tracteur pour labourer la terre. On les payait, mais on les payait le prix d'un cheval. Alors c'était avantageux. Oui. Alors là, on était heureux déjà. 4 ans, on voyait labourer ça avec le tracteur. Oh là là, quelle différence. Ils tiraient 2 socs tranquillement, sans rien. Tandis que les chevaux, il fallait 4 chevaux pour tirer un soc. Et mouiller de chaud aussi pour tirer. Hein. C'était les tracteurs américains qui étaient venus en France parce qu'eux, ils avaient évolué et ces tracteurs qui étaient au pétrole à cette époque, chez eux, ils avaient déjà au début des diesel, tandis que nous, on ne connaissait pas ça. Alors, on a bien profité de ces tracteurs au début. Ils marchaient très bien, ils étaient solides.
Ça a évolué aussi, les tracteurs. Maintenant, ça a changé beaucoup. J'avais 3 ans quand la guerre a démarré, hein, en 1939, j'avais 3 ans, et j'avais 9 ans quand ça s'est terminé, alors c'est quand même un peu vague, quoi, mes souvenirs. J'en ai entendu parler, c'est vrai. Oui, à la guerre, on se rappelle un peu quand même. J'avais 12 ans, mais je me rappelle quand ils faisaient sauter les trains dans la grande tranchée, là-bas. C'est un passage où le train était passé dans le tranchée. Ils envoyaient les machines d'ici, les machines à vapeur, à fond. Puis ça s'écrasait tout dans la grande tranchée. Et ça s'entassait les uns sur les autres. Pour s'accumuler dessus, pour boucher le passage. J'ai entendu dire qu'il y avait du sucre dans ce wagon et que les gens allaient se servir. Il y avait le train blindé qui arrivait aussi. Et, des fois, les maquis tiraient dessus la grande tranchée. Les trains blindés ripostaient avec les mitrailleuses. Il y a eu le maquis, là. Ils avaient sauté de la gare, les aiguillages, là. Ils étaient venus nous dire, sauvez-vous de chez vous. On est parti dans les champs. Il y a des rails qui avaient presque fait 1 kilomètre. Il y a des morceaux de rails qu'on en a trouvé après. Il n'y a pas eu de train pendant plus d'1 an, oui, au plus, même l'âge. Ma mère et ma tante ont vécu ces moments-là, ces moments difficiles, où chacun essayait de venir chercher un petit peu des renseignements à l'hôtel. Il y avait des réunions, secrètes bien évidemment. Ce qui avait été cocasse, c'est qu'une fois on avait eu à la fois des Allemands et des maquisards dans 2 pièces adjacentes de l'hôtel. La peur panique avait été pour ma tante et ma mère, évidemment, puisqu'il ne fallait pas qu'ils se rencontrent. Il y avait la salle de restaurant, le café où il y avait les Allemands, et nous avions une pièce personnelle, une salle à manger pour la famille, quoi. Il n'y avait pas de clients, et là étaient les maquisards. C'est resté pour moi un souvenir absolument atypique, quoi. Fermez le banc. On a eu de la chance et ils avaient tué 2 officiers allemands là, sur la route à Bursin. Ils allaient au ravitaillement vers la pisciculture là-bas. Ils ont rencontré le maquis et ils les ont tués tous les 2. Tous les gens étaient partis un peu se cacher et tout, il y avait des représailles et tout. C'était la pagaille à Chabon. Tous les hommes de Chabon étaient partis dans les bois. Il faut se sauver parce que les Allemands vont nous tuer. C'est le maire de Bursin de Chabon. Et puis le curé de Chabon, qui savait parler allemand, qui est allé vers les officiers allemands, et puis dire il n'y a pas de maquisards chez nous. Et ils ont discuté, et puis total, ils n'ont pas fait les représailles. Eh bien, ils les ont écoutés, et on n'a rien eu. Mais ma mère, qui est allée chercher les vaches qui étaient en bas, elle a entendu siffler les balles, parce que ils tiraient dans tous les sens. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Pendant la guerre, il y a un gars qui passait par les maisons pour réquisitionner les bêtes. Et puis après, elles étaient réceptionnées sous les halles à Chabon. Elles étaient distribuées, vous voyez, au boucher. Il y en avait un peu de partout. Le boucher de Charaville, le boucher du pain. Ça venait tout à Chabon. Et puis ils tuaient dans nos abattoirs de Maljournal et de chez nous. Là. Les gens de la ville venaient s'approvisionner, ils n'avaient rien à manger en ville. Ils venaient s'approvisionner, ils arrivaient par le train et ils venaient s'approvisionner dans les fermes. Alors, et oui, les cheminots de Vénissieux, parce qu'ils ne payaient pas le train, ils venaient chercher du ravitaillement chez nous. Ils avaient faim, les pauvres. Il y avait des rations, des tickets, par exemple, pour aller à l'épicerie. Ouais. Pendant la guerre, on avait les tickets.
nous livrait la farine par rapport au ticket qu'on avait. On m'a livré de la farine de maïs une fois. C'était impossible d'y travailler, ça ne levait pas, c'était comme de la polenta cassée. Puis il y a des moments, c'était de la farine de seigle. Ça faisait pas non plus du joli pain, ça faisait du pain noir. Hein. Enfin, il fallait y prendre, puis les gens étaient bien contents d'emporter ce qu'on leur donnait. Hein. Rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Vive la République, vive la France. La capitale du tissage, on peut dire en France, c'était Lyon. Tout le monde connaît l'histoire des canuts. Mais à ce moment-là, les industriels lyonnais, qui, pour avoir souvent du personnel peut-être plus fidèle, plus attaché, moins revendicatif, se sont écartés un peu et sont venus s'implanter dans la région. Alors à l'époque, pour Chabon proprement dit, il s'est construit une usine qui existe toujours à l'heure actuelle, mais qui n'est plus du tout utilisée par le tissage. Il y avait 2 usines de tissage à Chabon. C'était l'usine Guénaud et l'usine Proby-Galin. Et puis il y avait l'usine Fourtoul aussi. Mais j'ai commencé chez Guénaud, en tissage chez Guénaud en 50. J'ai tissé 2 ans pour l'apprentissage du tissage. Il y avait 2 ans en tissage et 3 ans en garage. Hein. Ben, il y avait des gens qui travaillaient à l'usine, des mécaniciens pour les machines à tisser, parce qu'ils tombaient en panne aussi. Alors des gens qu'on appelait à l'époque les gareurs. C'est suivant les fils qu'il y a sur le métier, la trame et les fils. Il y en a qui sont plus délicates que d'autres. Alors ça peut arriver à faire des défauts, des arrêts de métier qu'il ne faut pas trop non plus. Là, c'est le remettage. L'ouvrière avait, nous on avait 90 métiers, ils en avaient 45. Alors elle ne peut pas tout faire, quoi. Alors quand elle avait besoin, elle appuyait sur un bouton et puis la lampe verte s'allumait pour la coupe. Et quand il y avait trop des fils, c'était la lampe jaune. Alors une jour la lumière venait passer les fils. Et quand c'était la lampe blanche, malheureusement, c'était le gareur. Et à côté de cette usine, on a construit un grand bâtiment qu'on appelle, nous, Chabonnais, la Cité. Alors à ce moment-là, l'industriel, avec une diligence, allait récupérer un peu du personnel dans les communes voisinantes. Les filles sortaient de l'école, les jeunes filles. Et ben après, elles allaient travailler à l'usine Guénaud. Ouais. C'était comme ça à ce moment-là. Maintenant, il n'y a plus de travail, mais à ce moment-là, c'était là. Je suis allée à l'école à Chabon aussi, jusqu'à 14 ans, puisqu'à cette époque-là, on allait jusqu'au certificat. Et puis, j'ai fait 3 années d'école ménagère à Chabon. Oui, on avait tous la même formation. C'était surtout basé sur la cuisine et la couture. C'était souvent pour tenir son ménage et... Ça vous, c'était d'être une bonne épouse, oui. Oui, c'était pas tellement pour envisager une profession. Quelques-unes ont peut-être été aides-soignantes, choses comme ça. Mais ça n'avait pas le débouché comme il y a maintenant le Lépard. Souvent, il y en a beaucoup qui allaient travailler à l'usine. Et à ce moment-là, les femmes, en général, c'était les jeunes filles de campagne, étaient logées dans ce bâtiment qu'on appelle la Cité. La diligence les emmenait seulement 1 fois par semaine chez elles. Alors cet internat était tenu par des sœurs. Il n'y avait pas l'automatisation qu'il y a à l'heure actuelle où une tisseuse fait marcher 20 métiers, c'était individuel. Alors des gens ont installé chez eux 1 ou 2 ou plusieurs métiers. Ces métiers, en général, comme il y avait beaucoup de petites fermes à l'époque, l'épouse faisait marcher son métier, ainsi que souvent une jeune fille, pendant qu'une autre était à l'usine. C'était les femmes qui faisaient marcher ces métiers tissés. Et alors là, on entendait à l'époque, quand je suis arrivé à Chabon, il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être une trentaine de métiers qu'on appelait des métiers à domicile. Les ateliers qu'il y avait à Chabon, ils travaillaient indépendants par rapport aux usines de Chabon, quoi. C'était des gens qui donnaient du travail
Il y avait Châtaignier à Saint-Clair-la-Tour, il y avait un bocon de Chimilin. Quand on travaillait à la maison, il fallait fournir le matériel. Ils donnaient la chaîne, la trame, et puis ils prenaient le tissu. C'était à nous à monter le métier. J'ai eu un petit problème aussi parce que j'ai travaillé pour Châtaignier, Saint-Clair-la-Tour, et le tissu servait à habiller les cercueils. Le tissu, c'était de la viscose. Il y a eu un moment où ça ne marchait pas bien parce qu'il y avait la concurrence, qu'il y avait d'autres qui faisaient en nylon. Parce que les bordures en viscose, il fallait les faire à la main, à la machine. Tandis que le nylon, il coupait simplement à chaud et ça évitait du travail. Alors, je lui dis, on a bien moins de travail, on travaille bien moins. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je disais, c'est du tissu pour habiller les cercueils. Je lui dis, comment ça se fait? Les gens meurent toujours. L'usine, avec la crise du tissage, l'usine a fermé. Quand l'usine a fermé, il y avait encore plus de 100 personnes qui travaillaient. On était 6 gareurs, un mécano, un menuisier. Chez Guénaud, on faisait pas mal de tissus de parapluies. Je pense que les gens portaient moins de parapluies, plus imperméables. Monsieur Pavin de Lafarge, c'était un gendre à Monsieur Guénaud. Et c'est Pavin de Lafarge, c'était les ciments Pavin de Lafarge. Alors je pense qu'il y avait mieux à gagner du côté ciment que du côté tissage. Je ne suis pas du tout un homme de ville, je suis un homme de la campagne. J'apprécie la vie dans les villages où on se connaît tous. Les gens sont quand même sympathiques, je trouve qu'ils sont bien soudés les uns les autres, oui. Et c'est vrai qu'ici, on a la chance d'être bien, beaucoup de gens le disent. On est dans un petit coin, oui, agréable. D'aller s'y promener, je trouve que c'est beau quand le temps est clair, qu'on voit tous les villages. Il y a de belles balades à faire à Chabon, on les connaît toutes à peu près, mais l'ensemble est bien. C'est-à-dire, où on habite, on croit toujours que c'est le meilleur. J'ai toujours aimé Chabon. Né à Chabon, je vais mourir à Chabon.